tout le monde. Je m'appelle Sir Shivan. Je suis la coordinatrice du projet ici à l'Anatrust et j'ai le plaisir de vous inviter à partager ce temps avec nous cet après-midi. Alors que nous écoutons Dr. Ruth Watson qui va parler de l'impact psychologique du soin de la démence. Il s'agit des partenaires que des personnes atteintes de la maladie. Donc, avant de nous donner la parole à Dr. Rousse, nous allons commencer par un moment de prière. Et c'est la prière de la personne qui aide. La Sainte Écriture nous dit que les défis liés à la prédication, à l'enseignement et à la guérison étaient trop lourds pour Jésus et qu'il avait besoin de s'éloigner pour être avec son Père, se recentrer et recevoir une nouvelle effusion du Saint-Esprit. C'est ainsi que nous aussi, aidant de nombreuses personnes atteintes de démence ou qui les soutiennent, nous nous sentons fatigués, anxieux, dépassés, priés pour l'avenir. Tant d'incertitudes entourent ce syndrome en constante évolution qui touche nos proches. Nos cœurs souffrent lorsque nous sommes témoins de leurs difficultés. Nous nous sentons impuissants à les aider. Nous sommes impressionnés par leur courage face à chaque nouveau défi. Ils saisissent toutes les occasions d'acquérir de nouvelles compétences et de vivre pleinement leur vie. Une voix douce murmure dans notre âme: Venez à moi, vous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai le repos. Maintenant, nous remettons chaque nouveau jour entre tes mains, ô Seigneur. Guide-nous pas à pas, alors que nous nous abandonnons entièrement à ton amour inconditionnel. Remplis-nous de courage et d'un nouvel espoir, d'une nouvelle espérance. Bénis-nous de ta paix, que nous puissions te louer aujourd'hui et pour toujours. Amen. Docteur Ruth Watson, nous avons le plaisir de te donner la parole pour partager avec nous ton expertise, ta passion et ta compassion pour toutes les personnes qui vivent avec la démence. Elle est psychologue, elle a un doctorat en psychologie, elle travaille tous les jours avec les personnes atteintes de démence. Elle est également professeure de psychologie et et elle suit aussi les étudiants en apprentissage, en pratique clinique. Elle a un sens accru des personnes atteintes de démence, de leur famille, leur communauté religieuse, toutes les personnes qui vivent avec ce syndrome en changement. Merci, Dr. Rousse. Nous, nous souhaitons la bienvenue à ta présence et à ta sagesse. J'ai le privilège et la joie de parler avec vous aujourd'hui. Je vais essayer de parler plus lentement parce que je suis sûre que les interprètes auront besoin du temps pour traduire. Il y aura un moment pour les questions à la fin de notre partage ou bien dans le chat. Si nous n'avons pas l'opportunité pour affronter les questions en détail, nous allons essayer de vous envoyer des ressources qui vous vont être utiles. Comme Sir Shibon avait dit, je travaille dans le système de sécurité de santé, le système de santé international, national, et je travaille avec les personnes atteintes de démence, mais aussi avec le personnel et les familles pour voir comment nous pouvons soutenir les personnes
atteinte de la démence. Je vais partager mon écran et les diapositives avec vous aujourd'hui. Donc, nous avons voulu parler aujourd'hui de l'impact psychologique des soins liés à la démence, parce qu'il s'agit d'un rôle très spécifique, celui des aidants des personnes atteintes de démence. Donc, parlez un peu de ce que vous attendez et ce que vous apportez euh, à cet échange. Donc, nous allons commencer à voir comment la démence change la personne. Peut-être vous allez vous dire, on sait de quoi il s'agit. C'est vrai, mais il y a beaucoup de formes dont la démence s'exprime, et ceci euh, peut faire que nous devons nous confronter à une forme différente chaque jour. Donc, pourquoi prendre soin est assez difficile? Euh, mm, donc, il y a des attitudes spécifiques très difficiles. Nous allons par la suite parler de notre réponse à la situation et enfin, comment nous pouvons nous soutenir. Donc, pour reparler des formes euh, de l'impact de la démence a sur les personnes. Nous savons que deux personnes avec la même démence peuvent le vivre différemment. Même avec un cerveau, on peut agir différemment. Beaucoup de changements peuvent aussi poser des défis. Par exemple, le changement linguistique. Nous savons que des personnes ont des problèmes à recevoir une langue et d'autres fois à exprimer. Et ceci peut créer un obstacle linguistique et qui peut donc avoir un problème à comprendre les dents. Donc, la langue peut causer un obstacle. J'ai voulu également que nous parlons des fonctions d'exécution qui sont interprétées par le lobe frontal du cerveau. Donc, ces réflexes sont responsables de notre attitude sociale, euh, comment nous pouvons euh, donc nous rendre la vie plus facile les uns les autres. Nous pouvons parfois voir que les personnes peuvent s'agiter, devenir agressives. Donc les personnes peuvent perdre le contrôle. Nous savons également que certaines personnes peuvent avoir des défis de type moteur au niveau des sensations, parfois le goût, la préférence alimentaire peut changer. Ceci peut créer de la confusion. Une personne peut aimer un certain aliment pour des années et par la suite changer. Parfois, le manque d'identification des personnes. Nous savons que les personnes sont incapables d'identifier ce qui les entoure. Nous avons également les, les émotions. Nous pouvons nous retrouver devant des personnes euh, très agitées qui commencent à rire d'une certaine manière. Nous savons que la démence progresse de manière différente euh, en suivant un déclin graduel. Pour certaines personnes, donc parfois le déclin peut prendre plus de temps, parfois c'est trop rapide.
Au niveau vasculaire, il y a un changement, par exemple, par étape. Nous pouvons donc avoir un déclin rapide. Une personne peut arrêter de faire quelque chose. Euh, Parfois, euh, on se trouve devant une personne qui peut faire quelque chose très bien et le jour suivant, elle perd l'habilité de le faire. Et nous savons que euh, c'est difficile à avoir une logique ou bien un manuel pour savoir comment faire avec le type de démence. Parce que le facteur le plus important est la personne. La personne avec la démence euh, est là et présente une histoire différente, des besoins différents. J'ai voulu également parler des symptômes qui fluctuent. Nous savons que si nous soignons une personne avec la démence, il s'agit vraiment d'une tâche très importante quotidienne. Les personnes atteintes peuvent avoir des jours bons et des jours mauvais. Je suis sûre que vous avez entendu parler du symptôme associé euh, au sommeil. Il y a des personnes qui deviennent agitées vers l'heure du soir. On peut voir d'autres changements durant la journée. Les médicaments également, si il y a un médicament pour, par exemple, pour le Parkinson ou bien pour une douleur, nous avons, si quelqu'un a la constipation, une infection, le froid. Donc, l'environnement aussi est important. Ce qui se passe autour des personnes, ceci peut causer vraiment un obstacle pour le fonctionnement des personnes. Parfois, nous disons, pourquoi ne pas l'impliquer la personne? Pourquoi ne pas faire une fête? Mais nous devons anticiper leur réaction. Ils peuvent vraiment être plus fatigués. Nous avons également le stress et les émotions. Même si les personnes avec démence ne peuvent pas exprimer leurs sentiments, il y a un détachement graduel avec les personnes et l'environnement, l'entourage. Donc, si les personnes vivent dans des situations euh, où elles se sentent euh, vulnérables, si nous pouvons être dans la même situation, nous pouvons être nous-mêmes fatigués. Donc, tout ceci peut augmenter le stress. Donc, nous pouvons dire, peut-être on a discuté ce matin, c'est vrai, ils peuvent oublier ceci durant la journée, mais l'impact émotif peut durer. Il y a beaucoup de symptômes du jour au jour. Peut-être vous ne savez pas à quoi vous attendre durant une journée. Les personnes se présentent avec plusieurs besoins. Vous devez répondre de manière différente dans un environnement constant de changement. Donc, hmm, qu'est-ce qui pourrait affecter notre capacité à prendre soin de quelqu'un? Parce que nous-mêmes, nous sommes affectés par les choses qui nous entourent. Il est impossible pour nous d'être neutre en tant que soignant.
nous savons que nous sommes en train de faire de notre mieux pour aider les personnes. Nous ne sommes pas des robots. Ceci veut dire que nous sommes aussi euh, sous l'impact d'autres choses. Par exemple, notre niveau de stress. Il s'agit peut-être parfois des facteurs en dehors de notre contrôle. Peut-être nous n'avons pas assez de temps pour répondre à leurs besoins parce que nous avons plusieurs tâches. Nous nous sentons vraiment stressés et nous entrons déjà dans l'interaction, dans l'échange stressé. Lorsque nous sommes dans ce mode, il est plus difficile pour nous de penser calmement, rationnellement. Nous ne pouvons pas être dans un mode de survie. Nous avons besoin aussi de réfléchir sur notre expérience. Nous avons peut-être travaillé beaucoup avec les personnes atteintes de démence. Ceci peut nous donner de la confiance, mais parfois ceci peut causer euh, un manque d'attention envers certains éléments, certains facteurs, parce que nous retenons que nous connaissons tout déjà. Notre santé mentale est également importante. Notre santé mentale va aussi euh, fluctuer en fonction de ce qui se passe. Nous avons nous-mêmes nos soucis et notre santé mentale va être touchée par cette tâche importante. Euh, Prêter soin à une personne qui vit un déclin euh, peut avoir certainement sur nous un impact émotif et nous ne devons pas donc s'intimider à cause de ceci. En termes de résultats, euh, nous pouvons avoir beaucoup de ressources, beaucoup de collègues, beaucoup de familles. Nous pouvons avoir nos ressources, exercices, nos groupes de foi. Si nous sommes dans un environnement où nous n'avons pas d'accès aux ressources, ceci peut rendre notre rôle en tant que soignant plus difficile. Nous avons besoin d'être conscients des formes de soutien autour de nous et de notre capacité de les utiliser, de mener donc des conversations, de parler avec les personnes. Nous pouvons apporter beaucoup de connaissances sur la démence et la personne que nous soignons, et ceci peut forger l'interaction. Je suis sûre que vous savez que lorsque vous prêtez soin à quelqu'un que vous connaissez, c'est beaucoup plus facile de le faire à une personne que vous ne connaissez pas. Et nous avons aussi l'environnement. Travailler dans un environnement où il y a de l'espace, du matériel, c'était beaucoup plus facile. Hum, Vous pouvez avoir plusieurs tâches à faire. Donc, rappelez-vous que tous ces aspects ont un impact sur l'approche de l'interaction avec la personne atteinte. Comment donc prendre soin peut avoir un impact sur nous? Peut-être vous pouvez ajouter beaucoup à cette liste. Donc, faire ce genre de travail va avoir vraiment un impact sur vous. Parce que beaucoup de ce que vous faites est vraiment comprendre, être aligné. Euh, Vous êtes constamment en train de répondre
aux besoins de la personne atteinte et vous devez être toujours disponible à vous adapter, à modifier, ce qui peut vraiment vous mener à la fatigue totale. Donc, vous pouvez faire l'expérience de pression émotionnelle et psychologique, un fort impact, frustration, tristesse, devant des personnes qui continuent à poser les mêmes questions. Et je pense que devant aussi les exigences physiques de quelqu'un qui est en déclin continu, il est triste qu'on ne peut pas éviter de voir cette personne devant vous. Et particulièrement lorsque la personne est une personne chère à vous. Donc, nous avons beaucoup, peut-être, des personnes qui prêtent soin aux personnes atteintes de démence toutes seules. Elles ne sont pas entourées, elles se sont trouvées dans cette situation sans préparation. Et c'est vraiment une situation solitaire qui qui peut s'exprimer dans des hallucinations. Donc, parfois, les personnes atteintes de démence ont besoin beaucoup de soins hygiéniques. Ceci est exigeant. Hum, Parfois, les symptômes, par exemple, de s'habiller incorrectement, de sortir en public. Donc, faire tout ceci peut avoir un impact sur la personne qui aide. La fatigue, le risque de fatigue et de blessure. Donc, on veut prêter attention, on veut aider pour améliorer la qualité de vie, mais l'environnement, les plusieurs tâches ne nous permet pas de donner le soin que nous désirons prêter. Et parfois, nous avons une image de soi, de nous-mêmes que nous ne faisons pas assez. Donc, les personnes qui ont des multitâches constamment, hum, qui ont plusieurs personnes atteintes de démence, tout ceci peut porter vraiment à la fatigue extrême. Voilà, nous avons ici des descriptions. Donc, les personnes se sont exprimées. Nous avons les sentiments d'irritation, se sentir irrité, l'anxiété. Donc, l'anxiété est très bien acceptée et comprise, surtout lorsque vous entrez dans un rôle où vous ne connaissez pas la personne. Donc, si vous êtes avec les personnes en public, à table de démence en public, et les personnes changent de langue, commencent à dire de gros mots, c'est vraiment difficile à gérer. Donc, le sentiment d'être gêné, parfois le sentiment de rancune des personnes se trouvent à prendre soin de personnes atteintes de démence malgré elles. Elles ne l'avaient pas choisi, comme par exemple avoir une mauvaise humeur, ne, ne pas être positive, se sentir, euh, se sentir fatigué, épuisé. J'ai voulu mentionner euh, donc le chagrin anticipé. C'est le chagrin qui commence avant la mort de la personne. Donc, on commence graduellement à faire l'expérience du chagrin qui est déclenché par les pertes progressives causées par la démence, parfois à cause de la relation personnelle,
avec la personne. Donc, vous pouvez euh, vivre ce chagrin avant que la personne ne meure. Vous avez toujours les personnes devant vous, mais vous avez perdu la capacité de leur parler, ou bien de planifier avec elles comme c'était auparavant. Donc tout ceci peut créer de la confusion, de la douleur. Il est difficile d'en parler parce que les personnes qui ne vivent pas la même expérience ne peuvent pas tout à fait vous comprendre. Donc j'ai voulu dire que lorsque vous êtes en train de d'aider quelqu'un que vous connaissez toute votre vie, ce que je venais de dire tout à l'heure de la santé mentale et de l'importance de prendre soin de sa propre santé mentale. Donc, la deuxième partie de cette séance est comment nous pouvons nous soutenir en tant qu'aidants. Nous avons parlé de la complexité de ce rôle. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous soutenir dans ceci? La première chose était cette idée, prendre sa température émotionnelle. Il semble qu'il s'agit d'un conseil basique, mais c'est simple. Ce que je propose, c'est que durant la journée, peut-être vous avez besoin de prendre un café, un boisson chaud, mais je vous invite à vous arrêter et à évaluer peut-être lorsque vous êtes impatient avec la personne atteinte de démence ou lorsque vous vous sentez envahi par les tâches. euh, Chacun et chacune de nous a sa propre expression de ceci. Mais comment vous savez lorsque vous êtes en train d'atteindre le maximum de votre tolérance? Peut-être vous avez cessé de dormir, vous avez commencé à sentir l'anxiété dans chaque échange, peut-être vous êtes irrité plus facilement, peut-être vous avez cessé de manger. Donc, quels sont les signes pour vous euh, pour savoir que vous avez atteint votre point d'ébullition? Peut-être vous ne sentez pas euh, une énergie positive, vous n'avez pas d'énergie. Donc, je vous invite à vous arrêter et vous dire comment je me sens, où je me trouve, est-ce que je suis arrivée donc au point d'ébullition. J'ai inclus ceci et c'est une présentation euh, donc d'un groupe de pompiers, mais c'est significatif aussi pour nous. C'est une présentation en résumé, donc des phases que vous pouvez atteindre dans la zone verte. C'est lorsque vous arrivez à prêter de bons soins, vous êtes ouvert, donc vous arrivez à vous concentrer. C'est là où nous prêtons les meilleurs soins. Nous avons beaucoup d'empathie. Nous arrivons à nous engager dans le soin vers l'autre. Mais alors que notre stress augmente, nous pouvons passer à la zone jaune, orange et rouge. Donc, dans la zone jaune, c'est là où le stress a duré un peu plus. Nous pouvons sentir de la nervosité, de la tristesse. Nous voulons être plus en contrôle. Nous voulons donc contrôler tout dans la situation.
Ceci est impossible lorsque vous êtes en train de prêter des soins à une personne atteinte de démence. Vous auriez peut-être des difficultés à dormir et à manger, donc des tensions. Est-ce que vous avez des tensions musculaires, un manque d'énergie? Et peut-être vous trouvez moins de joie dans les choses qui vous donnent de la joie. Donc, si vous êtes dans la zone orange et rouge, c'est un peu plus inquiétant. Peut-être vos collègues vont vous le dire. Euh, Dans la zone orange, encore une fois, lorsque vous êtes stressé depuis beaucoup de temps, vous êtes dans une position d'épuisement et c'est là que vous n'arrivez pas à prendre des décisions. Donc, vous pouvez trouver l'interaction très difficile. Vous, vous auriez des problèmes de sommeil. Vous allez vous trouver à prendre des automédications à l'aide des aliments, des activités. Et quand vous arrivez à la zone rouge, c'est la crise. C'est là que nous trouvons des personnes dans des situations difficiles depuis un longtemps. Donc, si vous prêtez soin à des personnes atteintes de démence, sans soutien, sans support, euh, les personnes arrivent à des zones vraiment de stress élevé. On peut avoir des crises de panique, des cauchemars. Nous espérons que les personnes n'arrivent jamais à la zone rouge, mais le message est de vraiment prêter attention à la température émotionnelle. Et si vous trouvez ceci chez vous, dans les collègues, il est vraiment important vraiment de prêter de l'aide, de chercher de l'aide. Il y a 4 éléments que nous devons considérer: notre compréhension, notre connaissance et notre sens de contrôle. Comment nous arrivons à vivre des moments significatifs, comment nous pouvons avoir de l'assistance et garder nos connexions et préserver le bien-être. Donc, comment fortifier notre bien-être émotionnel? Il est très important de continuer à adopter ce qui fonctionne. Donc, le renforcement de notre bien-être émotionnel, c'est pourquoi je vous ai appelé à voir votre température, de voir comment vous vous sentez. Si vous avez des petites pratiques quotidiennes qui favorisent le calme et l'équilibre, c'est peut-être, même si vous arrivez à le faire pour 5 minutes, vaut mieux le faire pour 5 minutes. Donc, si vous avez 5 minutes, faites ce que votre pratique et restez connecté avec des personnes qui vous soutiennent. Donc, restez à côté des personnes et si vous n'avez pas des personnes qui n'offrent pas de soutien, réfléchissez et trouvez les ressources pour avoir les personnes qui peuvent vous assister. Reformulez les défis. Souvent, lorsque nous nous sentons épuisés, nous avons de la difficulté à penser de manière flexible et nous nous sentons vraiment piégés dans les situations difficiles. Donc, concentrez-vous sur ce qui peut être contrôlé. Il y a beaucoup de choses qui sont en dehors de votre contrôle, surtout avec les personnes atteintes de démence. Vous ne pouvez pas contrôler leur progrès, mais peut-être vous pouvez contrôler l'interaction avec elles en ce moment précis. Donc,
concentrez-vous sur ce qui peut être contrôlé et divisez les problèmes en étapes gérables. Vous avez besoin de faire ceci. Par exemple, si vous avez un rendez-vous avec le médecin et les personnes euh, ne veulent pas s'habiller pour aller chez le médecin. Donc, vous devez essayer de gérer la situation. Par exemple, si le médecin peut venir les voir à la maison, peut-être la durée durant la journée où ils vont mieux, ils peuvent s'habiller et vous pouvez quitter. Et souvent, euh, les aidants se bloquent dans les problèmes et ne pensent pas qu'ils font bien. Donc, les soignants oublient qu'ils font du bien, qu'ils réussissent à faire les choses. Il est très important que vous vous souvenez de tout ce que vous faites, euh, renommer, identifier les succès, le moment de succès, maintenir un sens de soi. En tant que soignant, qu'aidant, vous pouvez vous sentir un peu comme si la partie dominante en vous est cette identité de soignant. Donc, continuez à suivre les activités et les loisirs que vous aviez avant d'être soignant, avant d'aider une personne atteinte de démence. Si vous pouvez rester vraiment hum, et trouver le temps à faire ce que vous aimez faire. Parfois, vous vous dites, j'aime la peinture, mais je vais pas perdre mon temps à faire de la peinture parce que je dois faire ceci et cela. Il est très important que vous vous trouviez le temps, même s'il s'agit de 5 minutes, pour faire une chose que vous aimez. Protégez le temps pour votre identité personnelle au-delà du souci et mettre des euh, barrières, mettez des limites lorsque c'est possible. Éloignez-vous, éloignez-vous de votre tâche seulement pour penser à vous. Donc, prendre une pause. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est quelque chose que vous devez considérer. Et nous avons aussi d'autres éléments pour rester en bonne santé. Donc, prioriser le repas, le mouvement et la nutrition. Souvent, euh, euh, en prêtant soin à une personne atteinte de démence, on oublie. On oublie de manger, on oublie de bouger. Donc, il s'agit des habitudes saines que nous devons garder. Comme j'avais mentionné, utiliser des courts moments réparateurs tout au long de la journée. Peut-être c'est 5 minutes au début de la journée ou peut-être c'est dans la journée. Donc 5 minutes de prière, 5 minutes pour boire quelque chose. Vaut mieux trouver les 5 minutes pour faire quelque chose au lieu de d'arriver au point d'épuisement. Il est très important que vous remarquez les signes lorsque vous avez des problèmes physiques. Souvent, lorsqu'on est le soignant d'une personne atteinte en démence et nous souffrons de quelque chose, nous avons la tendance à nous oublier et notre corps montre vraiment les signes d'épuisement. Nous voulons aussi penser au réseau de soutien. Donc, peut-être il y a d'autres personnes dans votre quartier, dans votre région qui, qui sont en train de vivre la même situation. Donc, partager les expériences avec des pairs ou des groupes de soutien. Donc, regardez autour de vous, essayez de trouver des réseaux, peut-être en ligne, pour avoir des personnes avec lesquelles se échanger. Donc, demandez de l'aide plutôt que d'attendre.
nous vous encourageons à penser, à vraiment prendre votre température émotionnelle et vraiment identifier si vous arrivez au point d'épuisement, si vous devez vous arrêter et demander vraiment un soutien avant de n'arriver à la crise totale. Et je sais que la nature d'être soignant, vous faites beaucoup appel euh, à l'autre personne avant de prêter attention à vous-même. Donc, il est important vraiment, elle court beaucoup en parlant. Donc, on lui demande de ralentir. Donc, je vais parler un peu des réseaux de soutien. Je disais qu'en tant que soignant, on a euh, tendance à nous oublier et à se concentrer sur la personne qu'on soigne. Euh, c'est pourquoi je vous invite vraiment à commencer à prendre la température émotionnelle euh, pour pouvoir demander l'assistance avant de n'arriver au point d'épuisement. Le dernier point ici, développer des compétences et la confiance en vous, même si vous avez travaillé avec les personnes atteintes de démence depuis, depuis des années. Donc, réfléchissez et demandez une formation spécifique à la démence et partagez le fait que vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment gérer un comportement est important. Vous pouvez ne pas avoir des réponses concrètes aux problèmes, mais en partageant, vous allez avoir certainement de l'aide, euh, apprendre des stratégies pratiques pour la communication et le comportement. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, sur d'autres plateformes pour travailler la communication, mais je dirais aussi parlez-vous les uns aux autres. Il y a beaucoup de personnes expertes dans ce domaine. Donc, beaucoup de personnes travaillent dans ce domaine et peuvent vous aider donc à apprendre les uns des autres et soyez honnête par rapport à ce que vous trouvez. Et ceci va vous aider à grandir la confiance. Il y aura des situations où vous allez peut-être vraiment prêter attention à des personnes qui ont vraiment euh, un niveau de démence avancé et sachez que chaque personne est unique et même si vous êtes très familier avec tous les comportements, euh, vous pouvez vous retrouver devant une situation nouvelle à chaque fois. Et encore, on peut retrouver du réconfort dans la foi. Donc, s'appuyer sur la foi religieuse lors des difficultés de bienveillance peut apporter de réconfort pour vous aider à relever les défis. Chercher du soutien très tôt. Et chaque personne a vraiment un limite. Et c'est vraiment très important de savoir se lire et de dire, je vais continuer, je vais faire l'étape suivante. Mais il est très important de s'arrêter de dire, je n'en peux plus, je suis fatigué. Donc, Euh, ah, rappelez-vous d'en parler et dans vos communautés.
pour voir comment ils peuvent vous offrir un soutien. Donc, mon message aujourd'hui est de recharger régulièrement votre batterie. Euh, donc, pour moi, il est très important que vous vous arrêtez pour vous recharger, même s'il s'agit de 5 minutes, même s'il s'agit d'une petite promenade, même s'il s'agit de s'asseoir dans le calme, au lieu de dire ça arrivera, je dois finir après. C'est l'un de mes messages principaux aujourd'hui. Je crois que voici, c'est ce que je voulais euh, donc vous présenter aujourd'hui. J'ai lu beaucoup de questions dans le chat. Je pense que nous pouvons donner quelques minutes aux interprètes. Nous prenons donc une pause de 5 minutes pour assimiler un peu ce que euh, Rousse vient de dire. J'ai lu une question dans le chat. C'était une question sur que faire devant une personne atteinte de démence lorsque cette personne fait des commentaires très difficiles ou bien dit des choses qui vraiment rendent le soignant ou l'aidant euh, irrité, en colère. Donc, lorsque le lobe frontal est endommagé, ça vraiment, euh, ça agit sur la capacité linguistique des personnes. Des personnes peuvent commencer à dire des choses incohérentes par rapport à tout ce qu'elles avaient dit durant leur vie. Euh, Une personne non raciste, par exemple, peut devenir d'un coup raciste. Donc, mon invitation est de prendre de l'espace, de, de prendre un instant tout seul pour vous calmer. Euh, Vous n'allez pas avoir euh, vraiment la solution en demandant à la personne d'arrêter de parler. Hum, Lorsque vous êtes vraiment en colère, la meilleure chose à faire est de prendre du recul et aussi de parler entre vous ou bien de demander à une personne, à une collègue de prendre un peu le rôle de soutenir euh, pour que vous vous calmez. Je ne sais pas si vous avez une autre question. Si la personne donc atteinte de démence est toujours en colère, euh, je pense que lorsque les personnes sont agitées, la meilleure chose à faire est de penser, comprendre leurs besoins en tant que personne. Donc souvent nous voyons ces comportements où il n'y a pas de besoin. Parfois, euh, on n'arrive pas à communiquer, les personnes sont en douleur, ou parfois sont anxieuses. Parfois, donc le besoin n'est pas comblé parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce que la personne atteinte de démence a besoin. Donc, il est important de s'arrêter et de réfléchir parfois sur comment trouver une série de comportements qui répondent. Une autre question. Donc, si la personne dit quelque chose qui n'a pas de sens et continue à le répéter, qu'est-ce que nous devons faire? Euh, Parfois, il y a
ce que nous appelons le mensonge thérapeutique. Euh, Si quelqu'un parle, je voudrais voir ma sœur, qui est morte depuis des années, que vous savez qui est morte depuis des années. Donc, la première chose à faire est peut-être de dire, parlez-moi de votre sœur. Euh, oui, elle est morte, elle est morte il y a 2 ans. Donc, sans mentir, essayez d'être à l'écoute davantage. Donc, lui demander de sa sœur, mettre la musique qui lui plaisait. Donc, ne pas mentir, mais sans sous-estimer la réalité du besoin. Il y a beaucoup de choses à proposer. Et si la personne est très agressive physiquement, ce sont des situations très difficiles. C'est pourquoi nous avons des personnes qui sont admises dans les hôpitaux. Donc, si vous avez des soins de santé à côté de vous, vous pouvez les appeler. Nous ne voulons pas exagérer dans les médicaments, mais dans ces situations d'extrême violence, il est important de leur donner un traitement. Parfois, les personnes sont agressives aussi à cause de la douleur, de la peur. Mais si vous êtes dans une situation où quelqu'un est à risque, je proposerai aussi d'avoir des soins à la maison. Quelles sont les qualités des dents d'une personne atteinte de démence? Je dirais la capacité d'être curieux, écouter la situation, euh, identifier l'échange, comprendre comment la personne atteinte de démence agit, quel est son comportement. Parce que lorsqu'on prête attention à tous ces détails, nous pouvons nous pouvons comprendre ce que sent la personne si elle n'est pas capable de nous le dire. Peut-être si vous regardez vraiment les expressions faciales, vous pouvez comprendre les expressions des personnes. Je dirais aussi l'autre qualité est la compassion. Je sais que vous êtes dans ce domaine parce que vous êtes empathique, mais parfois, euh, il est important aussi de penser aux personnes avant que, de comment elles étaient avant d'être atteintes de démence et de dire comment je voudrais que les autres prennent soin de moi. Est-ce qu'il est conseillé mm, à un aidant d'avoir euh, bien. Il y a des questions donc sur les réactions dans les communautés où les personnes ont des besoins différents. C'est difficile parce que si on est en dépression, il est difficile de comprendre une personne qui est atteinte de démence. Donc, essayez d'expliquer les uns aux autres les besoins, mais essayez aussi de trouver des moyens pour répondre aux besoins des personnes de manière séparée. Les, les patients sont donc ont peur. Les personnes qui sont avec parfois craignent d'être atteintes elles-mêmes de démence. Euh, Parfois, l- l'éducation ou bien la formation des personnes non atteintes de démence est importante. Je dirais être réaliste par rapport à ce que vous pouvez réaliser dans une situation. Donc, comment traiter avec une personne atteinte de démence qui perd l'appétit?
Ceci arrive souvent, c'est difficile. Parfois, si les personnes atteintes de démence sont au lit, ceci rend tout plus difficile. Donc, les aidants, les soignants doivent s'assurer qu'ils sont toujours en bonne santé, de trouver toutes les ressources, des bonnes évaluations, avoir peut-être de la physiothérapie. L'alimentation est importante. L'appétit des personnes peut changer une fois atteint de démence. C'est aussi autour de la perception des aliments. Essayer donc de trouver, d'essayer plusieurs aliments, plusieurs boissons. Essayer aussi de les encourager à ne pas rester au lit. Et quels sont les intérêts des personnes? Peut-être elles ont besoin de se reposer, mais aussi de bouger. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour les encourager? Donc, peut-être voir des personnes, la musique, peut-être les engager dans des activités, peut-être dans leur chambre avant de ne sortir. Nous voyons beaucoup dans les cas de démence, les personnes se sentent plus vulnérables et ceci les rappelle des situations vulnérables, peut-être lorsqu'ils étaient enfants, lorsqu'ils étaient abusés, et les personnes parfois choisissent d'oublier certains souvenirs et durant la démence, tout revient. Donc, parfois, donc le corps s'exprime en hallucinations et cauchemars qui sont associés à des expériences traumatiques précédentes. Connaître l'histoire des personnes très important parce que nous pouvons prêter plus d'attention lorsque nous savons ce qui s'est passé. Le personnel avec lequel je travaille à l'hôpital peut tolérer l'agression physique d'une personne avant de ne dormir parce que le personnel connaît l'histoire. Donc, nous comprenons ceci et nous ne poussons pas les personnes à faire quelque chose qui leur fait extrêmement peur. Donc, pensez au déclencheur, donc le genre de la personne qui prête les soins, qui sont des soignantes femmes, comment, par exemple, s'approcher de la personne, parce que parfois, les personnes ne sont pas euh, conscientes de ce qui se passe. Donc, essayez d'identifier les déclencheurs. Je vais passer une vidéo, par la suite le lien euh, qui a été réalisé ici en Irlande, qui peut vous aider. Dans beaucoup de cas, les personnes atteintes de démence résistent aux soins, ne veulent pas l'accepter. Donc, il faut prendre le temps de construire une relation, de les encourager à vous aider lorsque ceci est possible. Assurez-vous d'éviter des scénarios
où les personnes exposées n'oublient pas ou des choses. Parfois, les personnes se sentent timides par rapport aux besoins. Donc, vous devez réfléchir à une manière de les mettre à l'aise. Souvent, c'est parfois un mot que vous utilisez, une compréhension. Par exemple, on peut être agressif vers une personne qui entre habillée d'une certaine manière avec euh, une personne qui est habillée beaucoup plus librement, non dans un uniforme. Donc, le langage et les mots que vous choisissez peuvent faire la différence. J'ai remarqué que beaucoup de personnes donc veulent rentrer chez elles dans une maison qui n'est pas généralement leur maison. Oui, ceci est beaucoup fréquent. Si nous pensons à nos souvenirs, notre mémoire et l'accès que nous avons, je j'explique toujours que les souvenirs sont comme des pas sur le sable. Et plus les souvenirs sont lointains, plus les pas s'évanouissent lorsqu'une personne est vulnérable. Les personnes donc à tête de démence souvent reviennent sur leurs souvenirs d'enfance parce qu'on est à la recherche de ce sentiment de sécurité. Il y a plusieurs manières d'approcher ceci. Tout ceci dépend s- sur, par exemple, une distraction. Vous pouvez les emmener dehors ou bien les engager dans une activité où elles se sentent sécurisées. Mais souvent, vous allez avoir cette demande d'aller chez soi, à la maison, de voir les parents. C'est un besoin associé à la sécurité. Ce n'est pas utile de raisonner avec la personne, de leur dire, écoute, tu es ici. Parfois, voir des photos avec elle, se sentir connecté par la musique, est une tendance commune. Comment donc les personnes donc soutenir en assurant des formations, offrir des opportunités pour permettre aux soignants de se reposer, trouver plusieurs soignants pour faire le tour. Euh, est-ce que toutes les circonstances aident le soignant à prêter soin? Il y a beaucoup de matériel qui peut être utilisé. Euh, Parfois, dans certaines structures, on fait appel aux animaux pour aider. Ça apporte beaucoup de sérénité aux personnes atteintes de démence. Donc, trouver les outils, la musique, donc trouver les options. Comment répondre à une personne un peu têtue?
Donc, lorsqu'on a des problèmes à prendre, à faire prendre le bain, par exemple. Parfois, les réactions des personnes atteintes de démence peuvent nous sembler, euh, les comportements peuvent nous sembler provocateurs contre nous. Ce n'est pas le cas. Les personnes atteintes de démence ne le font pas délibérément. Euh, Ceci vraiment exige beaucoup de tolérance. Les personnes euh, atteintes de démence le font parce qu'elles ne comprennent pas l'entourage. Je parle encore une fois de la flexibilité. Par exemple, vous ne pouvez pas permettre aux personnes d'avoir, par exemple, de faire la douche toutes les heures du jour. Donc, si les personnes ont besoin de, de certains, euh, de certaines installations, peut-être il faut les assurer. Comme par exemple aller à la messe. On peut pas le faire à toutes les heures du jour. Donc, trouver les autres moyens pour substituer. Est-ce que les personnes peuvent écouter? Euh, si les personnes sortent de la musique, prendre la douche toutes les heures du jour, oui, est impossible. Mais peut-être ça vient d'un besoin de se sentir plus propre. Donc, j'ai répondu aux questions dans le chat. Comment comment arrêter les personnes qui corrigent aux personnes atteintes de démence dans les familles, dans les communautés? Peut-être tu peux répondre à cette dernière question. Oui, je pense que ceci a lieu dans les communautés. Comment nous pouvons demander aux personnes d'arrêter de corriger la personne atteinte de démence lorsqu'elle répète la même question? Les communautés, les personnes dans les communautés qui ne travaillent pas avec la démence, euh, n'ont pas la mauvaise intention à corriger. Euh, Parfois, c'est une expression de malaise. Et on dit, mais tu as déjà dit ceci. Donc là où c'est possible, essayez de partager dans la communauté. Je sais que ce n'est pas facile. Nous avions en Grande-Bretagne euh, les chauffeurs, les personnes qui travaillent dans les magasins, euh, ont commencé à suivre des cours pour comprendre davantage un peu la démence. Vous n'avez pas besoin de les corriger, de les ignorer. Je crois que ceci a beaucoup aidé, mais si vous voulez, donc si les personnes qui veulent corriger les personnes atteintes de démence sont des proches, sont des amis que vous voyez tous les jours, euh, peut-être c'est par manque de connaissances. Les personnes peuvent se présenter différemment. Donc, parfois, des personnes très bien éduquées, très bien, qui se présentent bien, ne peuvent pas comprendre le conflit ou bien la confusion des personnes atteintes de démence. Donc, il faut peut-être leur expliquer. Et parfois, penser comment répondre aux questions répétées. Donc, si on demande quel jour nous sommes, quelle date est-il, vous pouvez avoir des affiches visibles, par exemple, dans la salle pour ne pas répondre continuellement. Merci, Rousse. Merci. C'est excellent. Merci. Nous n'avons pas de temps parce que nous devons respecter le temps. Nous avons répondu à beaucoup de questions.
Donc, Myriam est en train de partager le formulaire d'évaluation dans le chat. Vous êtes invité à le compléter. Donc, vous avez répondu à beaucoup de questions. Et c'est une occasion aussi, en complétant le formulaire sur Google que Myriam vient de partager dans le chat, de parler de vos besoins, des thématiques que vous désirez traiter. Ce webinaire va être sur notre YouTube. Merci, 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 merci Rousse. Merci Rousse, merci. Nous allons rester en contact. Donc, nous allons nous retrouver le 27 avril. Comment collaborer? Stratégie et compétences pour le succès, qui va être présenté par Pat Murray, qui est la présidente de Anatrust, et Trissa Meyer, qui est vice-présidente. Nous vous invitons à vous inscrire et d'envoyer vos commentaires, votre retour d'information. Nous, nous sommes aussi disponibles à vous répondre par email si vous avez besoin de quelque chose par rapport aux soins de nos sœurs atteintes de démence. Je voudrais remercier nos interprètes pour leur service excellence, Myriam, Gianluca et Sœur Thérèse pour la technologie. Merci, merci et au revoir. Au revoir.